La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bonjour, de retour sur ce plateau. Après Auckland, nous voici à Canton. On va aller faire un tour dans l'ASEAN. Deuxième ville de ces 24 heures chrono, 7e saison. Une grande aventure qui recommence encore en 2013. J'accueille sur ce plateau Karine Moncorgé. Karine Moncorgé, bonjour. Bonjour. Et puis Philippe Demigné. Bonjour. Donc, Karine, vous êtes sur Canton et sur Shenzhen pour AGS. Vous pouvez nous en dire un mot ? Voilà, donc je suis responsable Sud-Chine en fait pour le groupe AGS. Donc on est spécialisé dans les déménagements à l'international. Donc on déménage tous les effets personnels des expatriés qui arrivent et qui partent de Chine. Très bien. Et vous donc, Knim, deux mots sur cette société qui paraît importante, mais qu'on ne connaît pas forcément en France. Alors effectivement, CNIM donc est une entreprise qu'on qualifie aujourd'hui de taille intermédiaire, puisque c'est... Les fameuses ETI. Voilà, c'est une ETI, je dirais, française, mais qui exporte beaucoup, qui intervient beaucoup dans de nombreux pays, notamment en Asie. Et c'est une entreprise industrielle qui conçoit et fabrique des équipements et des solutions clés en main pour différentes industries. Ça part de l'escalier, ça va dans le nucléaire, ça fait... Il y a une grosse activité dans le domaine de l'environnement avec des usines clés en main de traitement de déchets. Et au-delà du domaine de l'environnement, on conçoit et fabrique des équipements mécaniques pour le nucléaire, la défense, et aussi dans le domaine du transport des voyageurs, donc les escaliers mécaniques. D'accord. On va aller voir Alexandre Baudou qui va nous parler un petit peu des secteurs porteurs justement sur Canton. Alexandre, à vous. Bonjour Paris, je suis heureux de vous retrouver depuis Canton, à la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine pour parler de cette ville très dynamique. Les échanges commerciaux entre Canton et l'étranger remontent depuis fort longtemps et ont été marqués au XIXe siècle avec l'établissement de la concession franco-britannique sur laquelle nous nous trouvons. Les entreprises françaises se sont implantées il y a plus d'une dizaine d'années, souvent dans le domaine industriel pour la fabrication de produits destinés à l'export. Ces dernières années, poussées par l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, nous constatons un changement important dans les activités des PME françaises implantées dans la capitale de la Chine du Sud. Près de 70% d'entre elles sont tournées sur la vente de biens et services pour le marché chinois. Le ratio s'est donc inversé et les secteurs porteurs touchent principalement aux filières du développement durable, des nouvelles technologies, de l'agroalimentaire, de la santé et des biens de consommation. Les entreprises ont atteint en moyenne un seuil de profitabilité au bout de 2 à 3 ans. Merci Alexandre. Donc un petit commentaire et puis un retour justement sur les grands secteurs d'activité, Monsieur Demigné. Alors les grands secteurs d'activité, enfin l'intersection entre les activités de CNIM et puis la Chine, je dirais, l'histoire de développement de CNIM en Chine, ça commence avec notre implantation d'abord à Hong Kong dans le domaine des escaliers mécaniques il y a plusieurs dizaines d'années, qui nous a donné envie de nous développer directement en Chine pour à la fois fabriquer sur place pour avoir des coûts de production moins chers et aussi pour mieux traiter le marché chinois est immense dans le domaine des escaliers mécaniques. Et vous, historiquement, vous avez démarré sur Hong Kong en fait et puis oui, vous êtes tout à fait. Donc on a démarré en 1986 sur Hong Kong puisque en fait, le parc installé d'escaliers sur Hong Kong, c'est CNIM qui en est le leader. On a vendu plus de 1000 escaliers sur place. Et vous avez traversé, vous êtes arrivé à Canton. Alors, les années 2000 ont fait qu'il y avait une concurrence qui était de plus en plus sévère, internationale, au niveau des prix. Le marché de l'Asie est énorme en termes de croissance, colossal. Et donc, on s'est implanté fort naturellement, pas trop loin de Hong Kong, donc dans la province de Guangdong, à Gaoming, qui est à 1h30 maintenant de Canton. Très bien. Karine, vous qui avez une vision peut-être un peu plus large, non pas que la vision de Philippe ne soit pas large, une vision un peu plus large des choses par vos clients, comment vous voyez les business sur Canton, justement ? Alors en fait, effectivement, on a un bureau à Canton et un bureau à Shenzhen qui est ouvert il y a 2 ans. Justement cet échange, oui. Voilà pourquoi nous, on a d'abord ouvert à Canton puisqu'on s'installe où il y a nos clients. Donc il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui sont venues, notamment dans l'automobile, donc plus à Shenzhen, ça. Et il y a beaucoup d'entreprises de plus en plus dans les services et secteur financier.
qui s'installent alors sur Canton et maintenant sur Shenzhen. Alors on a vu en fait, de par nos clients, en fait, depuis 2010, de plus en plus de personnes viennent à Shenzhen. Et quel est, comme ça, en termes de business, mais à l'un comme à l'autre, quelle est un peu la différence? Qu'est-ce qui ferait, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai plus intérêt à venir à Canton ou à aller à Shenzhen? Alors, nous, on est implanté à proximité de Canton, 1h15, et pas très loin de Shenzhen non plus. Donc, je dirais maintenant, on est avec notre site industriel qui est à Gaoming. Il a été développé, on l'a bien accompagné, il est mûr, donc je dirais on n'a pas de problématique de proximité plus vers Canton que Shenzhen. Nous, notre enjeu, c'est plutôt de nous développer au sens commercial sur le marché chinois, au-delà de notre activité escalator. D'accord. Et justement, cette vision, alors on cite régulièrement en Chine, et c'est pour ça que c'est important de parler de Canton, je pense, c'est on a Pékin, on a Shanghai, on a Canton auquel on ne pense pas forcément, on a Shenzhen auquel on pense assez facilement, mais c'est quoi l'intérêt d'être à Canton par rapport aux villes que je viens de citer? Alors, allez-y, Philippe. L'expérience sur le terrain dans notre domaine d'activité, donc les escalators, mais aussi d'autres domaines tels que l'énergie. Disons qu'on n'a pas été à Gaoming, à côté de Canton, par hasard, mais je dirais il y avait une filiation naturelle par rapport à Hong Kong, oui, avec des avantages et des inconvénients. Et les inconvénients sont estompés progressivement, notamment parce que le réseau de fournisseurs et de sous-traitants s'est progressivement structuré dans la province de Canton. Et donc, progressivement, par rapport à notamment des régions comme Shanghai, on a eu un réseau tout à fait éduqué de sous-traitants et de partenaires pour faire nos équipements mécaniques. Ce qui est important, en fonction de l'industrie ou des services dans lesquels je veux m'installer, il faut bien que je prenne conscience des proximités de sous-traitance possibles ou du tissu industriel et international et chinois sur place. C'est un peu votre sentiment, oui, Karine? Oui, voilà, et nous, du coup, on s'implante où sont nos clients. Vous suivez les clients. À Canton, voilà. Ce qui est relativement logique. Voilà. À Canton, il y a encore de nombreuses entreprises qui viennent s'implanter. Et à Shenzhen également, c'est nouveau. Donc, à Canton, on a beaucoup plus de part de nos clients, on voit que c'est beaucoup plus aussi industriel que Shenzhen. Par rapport à Shenzhen. On va retourner voir Alexandre Baudou. Donc, Alexandre, sur le Green Tech, vous vouliez intervenir. La ville de Canton met en place une politique très ambitieuse pour s'affirmer à la pointe du développement durable en Chine et des énergies renouvelables. C'est dans ce cadre qu'est né le projet d'EcoCity et Smart City nommé Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City, une joint venture établie entre les villes de Canton et Singapour en développant au sein de Canton une ville à faible émission de carbone. Ce projet sera un modèle et un catalyseur pour la transformation économique et l'amélioration de l'environnement de la province du Guangdong pour mener à la stimulation et la création d'innovations, de nouvelles entreprises, de produits et de services à forte valeur ajoutée. 6 industries principales ont été identifiées pour le développement du projet, à savoir les technologies de l'information et de la communication, les biotechnologies et produits pharmaceutiques, les technologies propres, les matériaux de nouvelle génération, les secteurs de la culture et de l'animation et enfin celui des sciences et de l'éducation. De retour sur ce plateau, ce qui me permet de remercier Philippe Demigny d'avoir participé, et j'accueille Vivien Desmonts. Donc Vivien Desmonts, vous êtes avocat à la Cour de DS Avocats, donc sur Canton depuis quelques années maintenant. Voilà, pouvez-vous un peu présenter votre cabinet, voir un peu comment ça fonctionne pour vous sur place? Bien sûr, merci. Donc effectivement, je suis avocat, je travaille en Chine depuis plus de 10 ans, dont 8 à Canton. Je représente le cabinet DS Avocats. Nous sommes un cabinet français. Historiquement, la particularité, c'est que nous sommes implantés en Chine depuis 1986 à Pékin. Nous avons 17 bureaux dans le monde, dont Pékin, Shanghai et Canton. Voilà. Et alors, pour rebondir un peu sur ce que disait Alexandre Baudou, donc le Green Tech, alors votre vision, vous, pour vos clients et dans l'accompagnement que vous faites? Nous, ce qu'on voit sur place, effectivement, le gouvernement local encourage très fortement certains secteurs d'activité, dont le Green Tech, mais également d'autres secteurs, à tel point que les autorités vraiment encouragent seulement les entreprises industrielles à forte valeur ajoutée et non polluantes. Très souvent, on a désigné la province du Guangdong comme l'usine du monde
avec tous les produits et biens de consommation qui y sont fabriqués. Très clairement, depuis 3 à 4 ans, les autorités locales souhaitent transformer cette province en laboratoire du monde. Oui, passer de l'usine au laboratoire. Oui. Donc il y a une vraie volonté. Donc ça se traduit comment concrètement pour le chef d'entreprise qui veut s'installer sur place? Concrètement, ce que l'on constate, et depuis 10 ans que je travaille en Chine, c'est qu'il y a de moins en moins d'avantages fiscaux, par exemple, qui sont accordés aux investisseurs étrangers. Et donc, il faut pouvoir naviguer en eau trouble et néanmoins essayer d'être bénéficiaire. Quand vous dites en eau trouble, quand un homme de droit nous dit en eau trouble, on a toujours tendance à... Ça veut dire quoi en eau trouble? Concrètement, ça veut dire que c'est plus compliqué qu'avant, ou les aides sont inexistantes, mais il faut trouver des astuces? Comment ça se passe? C'est plus compliqué qu'avant. Ça a toujours été un peu compliqué, en fait, les implantations en Chine. Disons qu'aujourd'hui, les entreprises chinoises se sont plaintes régulièrement de discrimination à rebours, ce qui fait que maintenant, les entreprises chinoises bénéficient des mêmes avantages que les investisseurs étrangers, voire plus d'avantages. Donc c'est là où la concurrence est féroce, et c'est pour ça que je parle aussi d'eau trouble. Oui, parce que là, il y a une réalité de la vision des choses. Sur la partie, je dirais, création de société, comment ça se passe quand on est sur place? Si on veut s'implanter sur place, il fut un temps, il y avait quand même un timing à respecter. Comment ça se passe aujourd'hui? Oui, alors en ce qui concerne ces procédures d'approbation par les autorités chinoises, les règles sont plus ou moins uniformes sur tout le territoire, sur l'ensemble du territoire chinois. On a néanmoins quelques particularités à Canton ou à Shenzhen. C'est plus au niveau de la forme et des procédures. Ça demande toujours un investissement financier assez important, mais également un investissement humain en temps et aussi en termes de ressources. Alors vous qui accompagnez les entreprises, justement, comment vous voyez ça au quotidien? Comment vous pouvez les accompagner pour justement les accueillir au mieux? Donc effectivement, et je pense, j'ai moi-même créé le bureau AGS en fait dans le sud de Chine, et je trouve qu'il est, de par mon expérience, essentiel effectivement d'être accompagné. J'ai pu avoir des déboires au niveau administratif où mon dossier a été parfois refusé parce que le building dans lequel j'étais se trouvait à but résidentiel et non commercial, par exemple, mais on ne le sait pas forcément. Oui, il y a des subtilités qu'il faut absolument prendre en compte. Voilà, et c'est la raison pour laquelle il faut être accompagné de professionnels. Très bien, on va avoir un petit reportage là sur quels sont les avantages fiscaux. On va revenir sur les avantages fiscaux pour les entreprises françaises. On vous écoute, mon cher ami. Bonjour Paris. Well, I'm very happy to be here. I'd like to share with you the benefits of you investing in Canton, our Guangzhou Knowledge City. Number one, at the government provincial level, they have provided 36 administrative power to our partners, our local government, to serve you better and directly. And secondly, we see that there's a very strong interest to attract talents that work in Canton, in our city, and that will serve for a 5 years period. And thirdly, you see that the incentive by the government also covers tax and operating expenses as well as land areas. And the other partner of this project is Singbridge, is part of Temasek. And they also will provide an ecosystem, a unique operating environment for your company, for your management to live, work, play and learn. It will be an international city of future. And we welcome you to invest in Canton, in our knowledge city. Merci. Merci beaucoup, et on va revenir donc sur justement cette logique d'implantation. Donc là, vous avez voulu ouvrir votre bureau à Shenzhen, donc des petits soucis sur des aspects purement administratifs qui peuvent nous paraître avec la distance un peu compliqués. Et ça a pris combien de temps? Ça s'est fait comment? Il faut être patient, donc ça met à peu près 6 mois. Après, je pense que ça dépend des villes. À Canton ou à Shenzhen, on n'a pas eu les mêmes problématiques. Ensuite, AGS, en fait, on a un siège social à Shanghai, et ensuite on a ouvert des filiales, donc à Pékin, à Wuhan, à Chengdu, Canton, oui, vous étiez et déjà Shenzhen en et le Chine, dernier. donc c'est un peu plus simple aussi. Voilà, depuis 2005. D'accord. Ceci étant, il faut quand même être accompagné, ne serait-ce que pour toute la documentation, qui est tout en chinois, en plus. Je ne lis malheureusement pas le chinois, donc... il faut être patient, il faut vraiment répondre aux règles et aux attentes du gouvernement chinois. Il faut être dans les cases, sinon effectivement le dossier peut être refusé. Et après ça peut reculer davantage la vision de l'homme de l'art sur le sujet.
Oui, en pratique, en fait, les principales difficultés, ce n'est pas seulement la différence linguistique et le fait qu'on ne comprenne pas le chinois pour un entrepreneur français, c'est surtout la différence dans l'approche du droit ou même des affaires. Ce sont des différences de concepts juridiques même. Donc pour pouvoir... On n'est pas dans le même référentiel, donc pas du tout, faut exactement. voir les choses. Il faut garder à l'esprit qu'on est à 10 000 km de la France. Nécessairement, le droit chinois est différent du droit français. Et pour des implantations étrangères, type AGS ou d'autres, c'est un processus d'approbation. Et ça prend effectivement 4 à 6 mois, voire plus. Donc, mais là, on est sur l'ouverture, je dirais, d'un bureau supplémentaire. Ouais. Sur une implantation d'origine, c'est encore plus compliqué, j'imagine. C'est-à-dire qu'il faut déjà se faire approuver en tant qu'entreprise voulant s'implanter en Chine. Tout à fait. Pour l'implantation, c'est une procédure d'approbation. Dans certains secteurs, type les déménagements et les transports, c'est également un régime d'approbation pour l'ouverture de nouveaux bureaux également. Très bien. On va aller voir Jérémy. Donc Jérémy est consultant interculturel à Berlitz. On le connaît bien puisqu'il intervient chaque année dans nos émissions. Jérémy, quelles sont les différences justement dans le management chez les salariés chinois ? Je dirais que lorsqu'un Français est amené à diriger une équipe en Chine, eh bien, je pense qu'il faudrait probablement faire attention à 5 points. Le premier point, c'est que c'est hiérarchie. C'est-à-dire que la culture chinoise est basée essentiellement sur le confucianisme, qui souligne l'importance incroyable de hiérarchie. Donc un Français, lorsqu'il dirige une équipe chinoise, il faudrait faire attention à ce point. Il faut toujours encourager les employés chinois à s'exprimer, à échanger. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dirais, c'est plutôt le mianzi, c'est la face. Parce que les Chinois accordent beaucoup d'importance à l'harmonie, à mianzi. Donc, en tant que manager chinois, il faudrait éviter d'être aussi brutal, aussi direct comme en France. Donc, il faut toujours y accorder une certaine douceur dans le management. Le troisième point, c'est l'initiative. C'est que probablement à cause de la culture chinoise et surtout à cause de l'éducation en Chine, les Chinois n'aiment pas prendre l'initiative, pas peur de faire des erreurs. Donc, en tant que manager, il faut dire aux Chinois, c'est que c'est normal de faire des erreurs dans le travail. Le quatrième point, je dirais, c'est plutôt l'unité. C'est-à-dire que les Chinois, souvent, se font des amis parmi les collègues. Et il n'y a pas vraiment de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Or, il se trouve qu'en France, cette distinction est tout à fait claire et précise. Enfin, le dernier point, je pense qu'on est important, c'est qu'en tant que Français, lorsqu'on se déplace en Chine, on reçoit une formation comment s'intégrer dans la culture chinoise, mais il est aussi important de donner cette possibilité aux Chinois, de leur permettre de connaître la culture française. En fond, c'est quand même les efforts de deux côtés. Merci Jérémy de cette intervention. Donc on revient dans le cas concret, mais pour explorer bien évidemment ce que vient de nous commenter Jérémy. Comment ça s'est passé, vous, sur les recrutements? Parce que vous venez de recruter, puis vous recrutez régulièrement. Vous avez combien de personnes sur place à Canton comme à Shenzhen? Donc sur les 2 bureaux, on est une douzaine de personnes. Une douzaine de personnes. Donc des personnes locales, donc chinoises, qui parlent donc à cantonais. À Shenzhen, en revanche, c'est des personnes qui viennent d'autres régions, donc parlent mandarin. J'ai également une personne espagnole et un allemand qui va nous rejoindre. Donc vous avez une vraie vision internationale. Voilà, le multiculturalisme. Vous connaissez. Voilà, il faut gérer. Donc la notion de recrutement sur place, c'est compliqué, c'est... Oui. Donc... pareil, je pense qu'il est essentiel aussi de se faire accompagner dans le recrutement. Vous avez comme en France, j'imagine, des sites internet sur lesquels on peut rechercher des candidats. Juste un exemple, j'ai mis 1 an à trouver un poste, par exemple. Je cherchais une personne chinoise. Il est très difficile où, une fois qu'on a trouvé quelqu'un, elle peut rester 15 jours et 1 mois et démissionner du jour au lendemain. Ou pareil, on forme quelqu'un pendant 6 mois, elle part le lendemain. Et il faut recommencer le process de recrutement. Donc je pense qu'il y a la difficulté à trouver la bonne personne et en plus à la garder. À garder une logique de durabilité qui est un peu compliquée, de fidélisation du collaborateur qui est un peu compliquée. Voilà. Pour la personne chinoise, je pense qu'elle est moins attachée à son travail qu'en France, par exemple. Et elle peut partir du jour au lendemain pour une raison de salaire ou parce qu'elle n'est pas bien ou parce qu'elle a fait une erreur dans son travail. D'accord. Ah oui. Et donc elle se met en retrait. Voilà. Une réaction, vous, c'est la même chose dans votre domaine d'activité ou pour vos clients d'ailleurs? Et également pour nos clients. Je rejoins tout à fait ce que disait Jérémy tout à l'heure et puis Karine à l'instant.
principales difficultés rencontrées par les entreprises étrangères en Chine, c'est effectivement le recrutement, de recruter du personnel qualifié qui allie compétences techniques et compétences linguistiques. Certes, il y a 1,3 milliard d'habitants, mais c'est très difficile de trouver justement ce type de profil. Et une fois qu'on les a recrutés, de retenir les talents, c'est également un autre défi. C'est un défi de tous les jours. Pareil. Oui, pardon. Sur les employés cantonnais, peut-être, pour en parler plus spécifiquement, c'est vrai que ce qu'on peut remarquer aussi par rapport aux autres Chinois, c'est que les employés cantonnais attachent beaucoup d'importance à la famille. Il n'est pas rare de voir effectivement les employés démissionner parce qu'un de leurs parents est à l'hôpital pour un séjour prolongé ou parce qu'il faut s'occuper de bébés à la maison. On voit également beaucoup de cantonnais qui, à plus de 30 ans, habitent encore chez leurs parents. Oui, donc c'est une vision un peu différente, ce qui fait qu'il faut s'adapter à sa vision. Et comme le disait Jérémy, c'est aux deux de faire un effort. Voilà. Alors, oui, pardon. Oui, parce que nous aussi, on est en Chine, donc on doit effectivement s'adapter. On doit s'adapter, oui, tout à fait. C'est normal. Après, les employés cantonnais ont également beaucoup d'atouts, évidemment. Ils sont très pragmatiques par rapport à d'autres Chinois des autres provinces. En sachant que, comme vous l'aviez signalé tout à l'heure, il faut bien faire la différence entre le cantonais qui parle le cantonais, justement, et les Chinois du Nord qui parlent le mandarin. Donc, à Canton, on parle le cantonais, à Shenzhen, on parle le mandarin, et c'est encore une spécificité un peu plus compliquée. Ça ajoute une complexité à la chose. C'est vrai que les cantonais sont, de manière générale, bilingues, puisqu'ils apprennent également le mandarin à l'école. Oui, tout à fait, ils sont bilingues. Et surtout, il faut garder à l'esprit que Canton, c'est à 2000 km de Pékin. Donc nécessairement, un cantonais, il a sa propre culture par rapport aux Shanghaïens, aux Pékinois. Oui, comme on le dit souvent, c'est Paris-Moscou. Exactement. Donc il faut bien prendre ça en compte et on est bien sur un continent. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci. On va avoir juste dans l'intermède une petite page de publicité. She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, Your granddaughter. wherever they are. De retour sur ce plateau pour Canton, les 24 heures chrono de l'international. Et j'accueille avec nous sur ce plateau Jean-François Hans. Donc Jean-François Hans, bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de l'Alliance française à Canton. Voilà, absolument. J'ai eu la chance de diriger l'Alliance française de 2008 à 2012. Et l'Alliance française de Canton a cette particularité d'avoir été l'alliance qui a permis le retour de l'Alliance française en Chine continentale. L'Alliance française avait été présente au début du XXe siècle. Elle était partie, elle est revenue en 1989 par Canton et ensuite s'est développée pour aujourd'hui offrir un réseau de 15 alliances à travers toute la Chine. Donc c'est le site historique. C'est le site historique, absolument. De l'Alliance française. De Chine continentale, absolument. Alors, on va revenir un peu sur la notion de culture et sur la notion d'intégration. Et la première chose à faire, c'est la notion de visa. Alors, je sais qu'il y a des spécificités sur les visas. Alors, on va commencer par les exceptions, puis on verra la généralité après. Donc, pour vous, c'est un peu Oui, c'est un peu particulier pour l'Alliance française, puisque tous les salariés étrangers de l'Alliance française disposent d'un visa qui est octroyé par l'université partenaire. Donc, c'est un peu particulier, visa de travail de 6 mois ou d'1 an. Et on va aller voir Delphine Martin juste avant pour justement parler des visas. Quel visa pour Canton, Delphine ? Donc pour se rendre à Canton, vous devez effectuer des formalités de demande de visa auprès du consulat. Si vous souhaitez partir pour un court séjour sous un statut dit business, en tant que voyageur d'affaires, vous déposez une demande auprès du centre de Paris pour des courts séjours. On considère en général que vous allez obtenir une autorisation de 30 jours qui peut être renouvelée dans la limite de 90 jours sur une validité qui peut s'étendre de 3, 6 à 12 mois. Donc 90 jours cumulés sur
sur une année. Le visa de travail, contrairement au visa F, a une procédure en amont en Chine. Il devra être sponsorisé par une entreprise légalement enregistrée en Chine qui déposera une demande de licence de travail qui s'apparente à une autorisation de recrutement auprès des autorités chinoises. Une fois cette autorisation de recrutement délivrée, une notification de visa de travail devra être également délivrée par un autre bureau administratif chinois. Et lorsque l'autorisation de recrutement et la notification de visa sont approuvées, l'étranger peut se présenter enfin auprès des autorités consulaires à Paris pour déposer sa demande de visa de travail. Les conjoints des travailleurs peuvent également obtenir un visa d'entrée, mais ne seront pas autorisés à travailler lors de leur séjour en Chine. Merci Delphine pour cet éclaircissement sur les visas. Donc la théorie étant dite, Vivian, comment on fait dans la pratique et comment vous accompagnez vos clients dans la pratique? Alors pour les emplois salariés en Chine, je confirme, il faut obtenir le visa de travail, le permis de travail, avant de travailler effectivement en Chine. La procédure dure 1 à 2 mois, pas très compliquée par rapport aux Chinois qui souhaitent travailler en France, naturellement. Néanmoins, il faut respecter certains critères. Oui, c'est vrai que l'inverse est plus compliqué. Néanmoins, en Chine, il faut respecter certains critères légaux, notamment être employé par une entité légalement constituée en Chine. Donc, il faut que la société ou bureau de représentation existe déjà. Il faut avoir au moins 2 années d'expérience professionnelle, ce qui peut poser problème pour les VIE dans certains cas. Il faut également être âgé de moins de 60 ans, puisque c'est l'âge de la retraite en Chine. Une fois qu'on a obtenu le permis de travail, on peut obtenir un visa dépendant pour la famille. Alors, en droit chinois, la famille, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le conjoint marié et de sexe opposé. Ce qui signifie aussi que pour les partenaires pacsés, ça peut poser une difficulté. Oui, c'est compliqué. Oui. Et par ailleurs, la famille regroupe les enfants mineurs. Donc, un enfant d'expatrié qui atteint l'âge de 18 ans doit être soit étudiant à l'université, soit travailler, soit étudier en France. D'accord. Très bien. Un point particulier, vision Alliance française, justement, de l'arrivée de la famille? Justement, l'Alliance française accueille aussi les familles grâce à l'association des Français de Canton, Canton Accueil, qui est une association particulièrement dynamique et qui se réunit souvent dans les locaux de l'Alliance française. Donc je crois qu'une famille qui arrive est accueillie. Elle est accueillie aussi par le consulat général. Il faut rappeler que la présence du consulat général, c'est aussi la présence d'un service pour la communauté française, mais c'est l'école française aussi, et c'est ainsi la possibilité d'être accueillie, effectivement. Très bien. On va aller voir Virginie Marty pour qu'elle nous parle un peu de la ville de Canton. Et juste après, on revient sur la ville. Ne vous inquiétez pas. Virginie, à vous. Canton est une ville qui s'est beaucoup modernisée ces dernières années et continue à se moderniser. On peut y voir fleurir les quartiers d'affaires presque comparables à ceux de Shanghai. Mais ce développement s'est peut-être fait au détriment du patrimoine, car il y a peu de sites historiques et authentiques, contrairement à Paris. Merci Virginie. Alors, Canton. Alors, on ne va pas l'arrêter, donc on aura un problème avec Jean-François. Mais Canton, la ville de Canton. Oui, la ville est particulièrement intéressante car elle a un patrimoine qu'il faut découvrir, qui quelquefois se cache derrière les immeubles modernes des nouveaux quartiers, mais qui reflète toute l'histoire ancienne, millénaire de cette ville, des influences étrangères. Il faut se souvenir que Canton était une entrée de la route de la soie maritime. Il faut se souvenir que les communautés étrangères se sont mêlées et que c'est ce qui fait le grand intérêt de Canton. Alors, avec tout ça, un patrimoine architectural, un patrimoine gastronomique, des traditions. On trouve encore un peu d'opéra cantonais dans certains lieux un peu désuets. Et tout ça, je crois, fait le grand intérêt de Canton. Et ce qui fait l'exception de Canton par rapport aux grandes villes dont on parlait tout à l'heure, ou Shenzhen encore plus, vous qui êtes encore sur place, alors il regrette de ne plus y être, mais vous qui êtes encore sur place, Vivian, que vous pouvez nous donner un peu la vie de Canton en elle-même, l'aspect du quotidien. Alors Canton, c'est effectivement une ville peut-être moins internationale au premier abord par rapport à Shanghai, Pékin ou Hong Kong. Néanmoins, c'est une ville très, très dynamique. Sur plus de 10 millions d'habitants, la communauté française est relativement réduite puisqu'nous ne sommes que 1000. Néanmoins, nous sommes très actifs et s'agissant de l'intégration et de l'accueil des Français à Canton, je recommande également la lecture de différents blogs de Français vivant à Canton. Par exemple, l'incontournable unefilleenchine.com, tenu par une Française vivant en Chine depuis plus de 10 ans. Beaucoup d'exemples justement de restaurants sortis. Et cette communauté, elle est réelle. Enfin, ce qui est toujours assez étonnant, c'est qu'on se dit on va faire une émission et en fait vous connaissez tous. Donc, et on le fait pas exprès. Oui, Jean-François. Absolument. Elle est française, elle est francophone.
Et ça aussi, c'est la grande richesse des échanges qu'on peut avoir avec nos amis belges, suisses, canadiens. On se retrouve à différentes occasions et c'est une chose vraiment très intéressante. Et c'est important pour un chef d'entreprise qui veut s'installer sur place parce qu'il a un lieu d'accueil, un endroit pour vivre, un endroit pour de temps en temps avoir une petite nostalgie et vivre avec quelques Français quand même. Absolument. Et une zone d'entraide, bien évidemment. Une zone d'entraide et bien sûr l'école française à Canton. Également Donc l'école va jusqu'en primaire, hein, c'est ça? Jusqu'au collège. Jusqu'au collège, Jusqu'au collège, également les homologations en cours pour les classes de collège, sachant que le maternel primaire est déjà homologué depuis longtemps. Il y a à peu près 130 élèves en ce moment. D'accord. Site internet. Et quand on repasse sur la partie supérieure, on a toutes les écoles internationales. Après, on a effectivement toutes les écoles internationales qui sont installées depuis longtemps à Canton. À Canton. Très bien, on va aller voir Anne-Sophie Bigot. Anne-Sophie Bigot, concernant les quartiers et le logement sur place à Canton. Il n'est pas difficile de se loger à Canton. On peut trouver tout type d'appartements, 2, 3, 4, 5, voire même 6 pièces. Le prix des logements est aussi assez raisonnable, c'est-à-dire qu'on peut avoir un appartement de 3 pièces à partir de 750 €. Après, ça monte crescendo. Une petite particularité, c'est que les surfaces annoncées sont les surfaces brutes, c'est-à-dire que la surface habitable sera légèrement inférieure à celle annoncée. Les quartiers aussi privilégiés par les expatriés sont Tianhe, Aixu, Wexu, Panyu et Bayoun, et qui sont principalement situés en périphérie de la ville, là où se trouve la majorité des logements. Alors, suite à cette intervention de Anne-Sophie Bigot, vous habitez où, vous habitez dans quel quartier? Moi, j'habite à Chutianxincheng, qui est la nouvelle ville de Canton, au centre-ville. D'accord. De manière générale, les expatriés vivant en appartement sont au centre-ville. Les maisons sont à peine 30, voire 40 minutes du centre-ville, pas plus. Oui, donc c'est assez facile. Et justement, cette vision, alors à la différence de Pékin, où globalement, on peut être assez proche des choses. Oui, tout à fait, on est au cœur de la ville. Peut-être un point que l'on peut noter, c'est le niveau de la vie à Canton. Le coût de la vie, effectivement, augmente de manière significative ces dernières années, tout comme les autres villes de Chine. Donc il y a question de taux de change, d'inflation, naturellement. Je souhaite évoquer peut-être juste l'exemple du salaire minimum local, le SMIC, à Canton. Lorsque je suis arrivé, entre 2004, lorsque je suis arrivé à Canton, et 2012, le salaire minimum a été augmenté par 3. D'accord. Juste en l'espace de 8 ans. On est sur une progression colossale. Exactement. Et sur le plan quinquennal de 2011 jusqu'à 2015, il est prévu que le SMIC augmente d'au moins 13% par an. D'accord. Ok. Alors juste puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission, alors vous avez envie d'y retourner, si vous aviez un mot à dire, un point particulier à dire à un chef d'entreprise ou à un expatrié qui va arriver à Canton? La qualité de la vie, grâce au patrimoine, grâce à la luxuriance, grâce au climat et grâce à la proximité du reste. Oui. Il fait 20 degrés à Canton aujourd'hui. et un conseil vis-à-vis des chefs d'entreprise qui voudraient s'installer sur place? Un conseil, si je dois un conseil, effectivement, ce serait d'essayer d'être bien conseillé et d'obtenir plusieurs conseils avant d'investir en Chine, de se faire accompagner, notamment, bien sûr, par les avocats expérimentés en Chine, mais également des auditeurs, comptables, oui, des le banquiers. droit, la partie comptable est importante. Et bien évidemment, on n'oubliera pas Karine avec le déménagement. Avec le déménagement. Et toutes les institutions françaises également, UBI France, les conseillers du commerce extérieur. Oui, on a un vrai réseau sur la Chine qui permet, et Canton est plutôt un bon endroit pour s'installer. Messieurs, un dernier point, un dernier mot, une dernière virgule que vous voudriez ajouter, Jean-François? La gastronomie, les spécialités cantonaises qu'on découvre et qu'on savoure facilement à Canton. Bon, là, vous me donnez faim. Messieurs, merci beaucoup pour cette deuxième ville et nous nous retrouvons dans quelques instants pour Calcutta, pour les 24 heures chrono de l'international pour Calcutta. Merci beaucoup. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde.